remercier le professeur Maffesoli parce que je risque de descendre d'un cran par rapport à ce qui était très intéressant, même si je crois que la Trinité, pardon de vous le dire brutalement, c'est imbitable. J'ai dit mystère. Oui, bah, ça le restera longtemps. Pour rien vous cacher, je crois que effectivement le patron irlandais Patrick avait trouvé le trèfle, n'est-ce pas, pour expliquer la Trinité, ce qui n'était pas idiot, en disant, vous voyez, il y a une unité du trèfle, mais il y a plusieurs branches. Depuis 1950, on dit la quaternité. La quaternité, ça doit être ça. Bien, alors, donc, je suis juriste de formation, puisque, comme le rappelle Annie, j'ai passé 10 ans de ma vie à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, et négocié, j'étais le juriste notamment, je le dis toujours, avec Jean-Claude Trichet, avec lequel je ne partageais justement pas du tout, je dirais, la mythologie européenne qu'il professait. Alors, il est clair qu'il faut avoir une approche historique et que, bien sûr, au sortir de la guerre, il y a eu des espoirs forts, je dirais, pour ne pas retrouver les guerres fratricides et les guerres réelles qui avaient commencé en 70, qui sont poursuivies en 14 et qui sont terminées en 45 par, je dirais, l'écrasement, mais alors complet, du Troisième Reich. Et donc, il était évident que les intellectuels, déjà, avaient professé une volonté de trouver un accord entre toutes les nations européennes pour bâtir la paix, même si aujourd'hui on en est très loin. Alors, je vais reprendre sur le plan institutionnel ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça commence, comme nous le savons déjà, avec le traité de Rome, et plus exactement en rappel, on va commencer à la fameuse déclaration de Robert Schuman au Salon de l'Horloge au Quai d'Orsay, pour placer la production d'acier, du charbon, sous une autorité commune, la haute autorité. En 1952, on a la création de la CECA. En 1954, c'est l'échec de la CED qui devait être placé sous tutelle OTAN. Merci, professeur Evaillard, de l'avoir rappelé, parce que ça, c'est un point important. Il était évident que ce n'était pas une armée européenne autonome, c'était des supplétifs, bien évidemment, de la puissance américaine. Ensuite, nous avons le traité de Rome en 1957, qui est une coopération qui fondait quand même une coopération des peuples, semble-t-il. De Gaulle, d'ailleurs, en prend acte, et à une délégation d'entrepreneurs, et notamment de patrons français, qui étaient venus se plaindre auprès du général que, bien évidemment, ils allaient être bouffés par les Allemands ou je ne sais par qui, parce qu'ils n'étaient pas capables de réagir à la baisse, justement, à l'éradication des droits de douane, qui semble revenir avec Trump. Il leur avait dit, en tournant les talons, ils sont plus forts qu'ils ne le pensent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est rentré dans le marché commun, hein, c'est un marché commun, avec la volonté, effectivement, de donner un coup de fouet à l'économie, ce qui a été le cas, mais avec, il faut le dire également, sur le plan interne, la réforme RUEF, et le nouveau franc qui est arrivé avec également un grand emprunt qui a été le fait pour relancer l'économie française. Et alors, ensuite, nous avons, il faut bien le voir, l'élargissement de l'Union. Alors là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. L'élargissement en 1973 au Royaume-Uni, à l'Irlande, hein, c'est-à-dire qu'on passe de 6 à 3, ça a été la première fois que j'ai voté non. Que je ne voulais pas laisser entrer les Anglais, les connaissant un peu trop. Et il y a ensuite, en 81, deuxième élargissement avec la Grèce. 86, troisième élargissement, l'Espagne et le Portugal, 12 États. Quatrième élargissement en 95, l'Autriche, la Suède, la Finlande, 15 États. 2004, cinquième élargissement, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte, 25 États. Sixième élargissement en 2007, la Bulgarie, la Roumanie, 27 États. Septième élargissement en 2013 avec la Croatie, 28 États. Et bien sûr, pour mémoire, le Brexit en 2007. Il faut savoir, ça m'a toujours frappé,
que notamment au 6e élargissement en 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie, lorsque vous allez au ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, vous avez bien sûr le drapeau roumain, vous avez l'emblème de l'OTAN et vous avez l'emblème européen. C'est-à-dire qu'en réalité, la Roumanie a commencé à adhérer à l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Ce qu'en dit long sur, je dirais, la volonté à la fois des Américains, c'est-à-dire ne jamais oublier, et ça je le dis, les Américains ne quitteront jamais l'OTAN. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'OTAN, c'est une machine américaine, c'est la première organisation politique américaine de mainmise sur les Européens. C'est aussi simple que ça. Et donc, celles et ceux qui disent qu'ils vont partir, bien sûr, ils vont peut-être dépenser moins d'argent, ici et là, mais ils ont la main mise sur les Européens avec l'OTAN, c'est évident. Alors, après, on a eu, bien évidemment, ce qui s'est passé pour l'affranchissement des compétences, parce qu'il y avait il y avait à la fois l'élargissement et le deuxième leitmotiv de l'Union européenne ou de l'Europe, c'est l'approfondissement des compétences. Alors, ça a été progressif jusqu'à un échec. C'est-à-dire que en 65, c'est le traité de Bruxelles qui fusionne la CEE, Euratom, CK, qui a été ensuite abrogé par Amsterdam. Ensuite, on a l'acte unique, l'acte unique en février 86, où l'harmonisation législative, 300 règlements et directives. Et là, très poussée par les Anglais, il faut le savoir à l'époque. Et pour en avoir parlé, je me souviens, avec Édouard Balladur Ier, il pensait que ça n'allait pas se faire, mais ça s'est fait sous la pression, bien sûr, de la Commission. Et enfin, mais avec une volonté libérale, c'est-à-dire, c'est totalement, je dirais, la volonté de créer non plus un marché commun, mais un marché unique. Voilà. Ensuite, au même moment, il y a eu l'institution du Conseil européen par Valéry Giscard d'Estaing. Et puis en 92, c'est le traité de Maastricht. Traité de Maastricht qui est passé ric-et-rac. À telle enseigne d'ailleurs que la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'époque, Madame Guigou, disait il va falloir qu'on réfléchisse quand même parce que ça a été, on a eu chaud dans son esprit. Et en réalité, il ne s'est jamais rien passé parce qu'ils ont continué comme, je dirais, sur les mêmes rails. Alors Maastricht, c'est Union économique et monétaire vers la monnaie unique, institution politique étrangère et la sécurité PESC, et nouvelles compétences pour le et le traité d'Amsterdam en 97, qui intègre dans les compétences Schengen, qui était un accord intergouvernemental, et on le communautarise. Donc on voit très bien qu'il y a un processus de communautarisation très fort. Et pour alors, ce qui s'est passé sur le plan interne après Maastricht à partir de 93, c'est qu'on a cadenassé le franc aux marques. Et c'est là où on s'aperçoit que les taux externes pour un pays, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que nos amis italiens avaient fait la dévaluation compétitive et que nous avons dans les tables de café l'eau minérale italienne, parce que les Italiens, moins bêtes que les Français, avaient, je dirais, grâce à une lire qui s'était dévaluée, avaient gagné, bien évidemment, des marchés. Et c'est à ce moment-là que je me souviens d'une conversation avec Balladur lorsque j'étais jeune député, où il était dans la pensée du franc fort, n'est-ce pas? Je me suis posé la question, pardon mesdames, s'il était en érection. Mais enfin, bref, tellement, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été une mythologie. Résultat des courses, c'est qu'entre 93 et 99, la France a augmenté son endettement de 21 points, et qu'on a eu 1 million de chômeurs en plus. C'est là où vous voyez très bien que les taux externes d'une monnaie, et à l'époque c'était la monnaie commune franc, marque, eh bien sont catastrophiques pour l'économie. En 2001, le traité de Nice adapte les institutions à l'élargissement, et vient ensuite l'échec du traité constitutionnel. Vous avez une carte qui montre la carte, etc., où, bien évidemment, le texte de VGE est rejeté. Et je tiens à dire une chose, parce que ça, je l'ai vécu. Je me souviens
très particulièrement, j'avais demandé à un collègue qui était Pierre Lequillier, dont les mauvaises langues disaient qu'il était plus giscardien qu'un labrador, et donc je lui avais demandé, mais où est-ce que vous en êtes de cette négociation? Et il m'a répondu sèchement, on a pour mission de ne rien dire. C'est-à-dire que le texte est arrivé brut sur la commission des affaires étrangères, que Pierre Mazeaud a pris la parole en disant ben, mieux vaut, je dirais, supprimer l'indépendance de la Constitution de la France, et que je suis monté à la tribune défendre, bien sûr, une question préalable où j'ai été battu, mais véritablement, c'était quelque chose où la France, c'était un super État qui était créé avec le traité constitutionnel, et nous disparaissions. C'est ça la réalité. Donc il y a eu refus. Et d'abord, les Français qui ont voté avec 54% de non contre 45%, les Néerlandais ont voté encore plus fort que nous au non, et les députés allemands que j'ai rencontrés à l'époque disaient très clairement que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, c'était également un rejet. Donc on voit très bien que là, il y a eu un arrêt sur ce qui était la communautarisation forcenée qui était en marge, et même la création de l'État. Et alors est venu le traité de Lisbonne. Eh bien, le traité de Lisbonne que le citoyen Sarkozy a voulu, qui me téléphonait pratiquement tous les jours pour savoir si j'allais l'adopter, et je lui ai dit pas question, je le prenais d'ailleurs plus au téléphone après, en réalité, c'est un déni de démocratie. Ça a été perçu comme cela par des millions de France, et c'est à l'origine du manque de confiance de nos peuples dans les politiques, car ils ont eu le sentiment, même s'il y a eu quelques différences, ils ont eu le sentiment qu'après avoir voté par référendum, on leur refilait le bébé d'une autre manière et qu'on voulait les museler. Ça a été, sur le plan de la confiance entre les élus et le peuple, véritablement une catastrophe. Il y a des différences cependant. Premièrement, ce traité a supprimé la devise, l'hymne et le drapeau. Hein, il faut le savoir. Il y a ça. Mais surtout, c'est qu'en réalité, ce traité, ce n'est pas un super État. L'Union européenne demeure une organisation internationale, et les États gardent la compétence de la compétence qui est la souveraineté. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut rêver, les États décidaient de supprimer, je ne sais pas moi, la Cour de justice des communautés, ils pourraient le faire. Point barre. Hein, ça c'est clair, mais parce que c'est une organisation internationale, il faut quand même le savoir, il y a une très grande différence. Alors, où en est-on un peu aujourd'hui? Et j'ai intitulé ça l'Union européenne, l'usine à gaz. Pourquoi? Parce que on a une multitude de compétences avec le traité de Lisbonne qui ont été transférés à Bruxelles, hein, à un moment où il y a de multiples crises entre les Européens. Il y a eu la crise agricole, la crise de l'euro, l'atermoiement du Parlement européen sur les PNR, c'est-à-dire le contrôle des passages aériens, la crise des migrants où l'Allemagne a mis tout le monde au garde à vous, ou presque, avec l'arrivée de 800 000 émigrés, alors même qu'il y a quand même un sacré problème, la crise des travailleurs détachés, on a eu les tensions, pendant cette période les tensions franco-allemandes sur l'énergie nucléaire, et la RFA qui soutient les écolos français, hein, il faut le savoir, indépendamment de la crise linguistique où l'Europe devient une machine à globaliser, c'est-à-dire à angliciser. Alors, les États, selon moi, doivent reprendre la main. Et là, je ne pense pas que ce soit l'Europe des Habsbourg, monsieur le professeur Machonneau, qui va régner, parce que je crois que ça, il va y avoir un sacré coup de bâton en retour très bientôt. Les États doivent reprendre la main, et je cite Aron, qui avait compris un certain nombre de choses. Ce n'est pas en fusionnant les souverainetés au bénéfice des technocrates, en ignorant la réalité séculaire des nations, que l'on peut construire l'Europe. Et ça, c'est vrai.
Et ça revient avec force aujourd'hui, et je vais vous en donner quelques preuves. Premièrement, il faut savoir que c'est quand même les États qui financent. Il ne faut jamais l'oublier. Même si les errements en vigueur ont reconduit souvent. La RFA, c'est pour 26. La France, elle paye quand même 21 milliards, etc. Il est évident que la subsidiarité n'est pas respectée dans l'ordre européen. La Commission qui a des pouvoirs en matière de concurrence fait faute sur faute. Ça a été Péchinet-Alcom, ça a été Schneider-Legrand, même si ensuite la Cour de justice a donné raison, notamment dans l'affaire Schneider-Legrand, que c'était jouable et qu'il ne devait pas y avoir une mesure d'antitrust, en somme. Donc, il est clair qu'on a aussi, donc, en parallèle, dans l'état actuel des choses, le comité des régions, qui est en réalité la préfiguration de l'Europe des Habsbourg. C'est-à-dire que la Commission joue les régions contre les États-nations. C'est évident de chez évident. Et il faut regarder d'ailleurs quelle a été l'attitude notamment de l'Espagne au moment de la reconnaissance par les Européens du Kosovo. Eh bien, l'Espagne ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle avait en ligne de mire la Catalogne. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais là, et c'est à cette époque-là, et c'est pour ça, dans les critiques que je fais aux régions françaises aujourd'hui, il est parfaitement inadmissible que nos régions entretiennent de véritables ambassades à Bruxelles en parallèle à la représentation diplomatique de la France à Bruxelles. C'est scandaleux. Je m'en suis déjà ouvert avec Valérie Pécresse, et pour moi, je suis pour la suppression des régions, notamment. Vous voulez chercher des économies au niveau du budget? Supprimez déjà ça. Et vous avez... ayez des régions qui ne soient plus autonomes et qui sont justement la négation même de l'unité nationale, mais qui puissent être justement le concours dans un établissement public des départements. Je l'avais proposé au moment où Perben était chargé du dossier. Il me dit « Ah non, on ne peut pas revenir en ça », d'où on a démultiplié les dépenses. Hein. Le 10 000 feuilles territoriales, vous avez les communes, les intercommunalités, vous avez ensuite les départements qui sont en train de crever d'ailleurs, et puis ensuite vous avez les métropoles et les régions, l'État et l'Europe. C'est fait un peu beaucoup. Bien, bref. Alors, parlons un moment de la sécurité et de la défense. Le traité de Lisbonne, dans ce protocole 4, article 2, met en place une coopération de programmes européens d'équipement dans le cadre de l'Agence européenne de défense. Le professeur Bayard a clairement dit qu'il s'était posé la question sur véritablement si l'Europe de la défense, c'était pas non l'Europe de la paix ou l'Agence pour la paix, si c'était pas en réalité le contraire. Et il y a eu des fonds européens qui sont bien. Alors je rappelle quand même que dans le... Vous savez qu'à Lisbonne, il est en deux parties. Vous avez le TU, traité sur l'Union européenne, qui a une cinquantaine d'articles, et vous avez le TFU, qui est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je rappelle le 42.7, les engagements et la coopération dans son domaine, c'est-à-dire la PESC, demeurent conformes aux engagements souscrits au sein du traité de l'Atlantique Nord, qui reste pour les États qui en sont membres le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. C'est clair, net et précis, les Européens sont dans les mains, bien évidemment, de l'OTAN. Point barre. C'est évident. Et il faut noter que cet article, qui est toujours, bien sûr, en vigueur, n'est absolument pas remis en cause. Je ne l'ai pas entendu dans les dernières vaticinations que nous avons eues notamment, et on va y venir. Donc, il est évident que l'Europe de la défense, ou la défense de l'Europe, restera vraisemblablement une idée d'avenir, qui le restera longtemps, et on peut se poser la question si Trump l'a réveillé. Alors, le réveil de l'UE, ou la fuite en avant. Alors, premièrement, en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Donc, parce que tout ça, il faut bien comprendre, c'est que tout est dans tout réciproquement. C'est-à-dire que les tensions internationales doivent être regardées au regard, je dirais, des accords qui nous lient et aussi de la volonté des uns et des autres. Et là, il n'y a absolument pas unité. On le sait, Trump est décidé à négocier avec la Russie.
Hein, il a passé un savon à Zelensky. Il se retrouve d'ailleurs actuellement, il faut le savoir, en Arabie Saoudite. On oublie simplement de dire que, bien évidemment, cette guerre, et ça c'est ma thèse, et je peux le démontrer, elle n'est pas bleu-blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas les vilains rousskis d'un côté, et ces saints petits Américains, je ne parle pas de Trump maintenant, mais je parle des administrations précédentes, qui défendraient la démocratie, qui défendraient, bien évidemment, l'Ukraine contre un agresseur. C'est oublier une chose. Et là, il faut renvoyer à ce que George Kennan a écrit dans Foreign Affairs en 1998. Je rappelle que George Kennan a été l'ambassadeur qui a inventé le containment dans les années 50 contre Staline. Et en 1998, voyant la tournure des événements où, après la réunification allemande, alors qu'on avait dit le contraire, petit à petit, l'OTAN avance, hein, et je dirais les États les uns derrière les autres, les fameuses révolutions de couleur ont été truffées, un Américain est venu me l'expliquer, truffées de gens du Pentagone, de la CIA, de tout ce que vous voulez, et qu'en réalité, c'était une manipulation américaine pour, je dirais, avancer et repousser Nounours, c'est-à-dire le soviétique, loin à l'est. Et donc, George Kennan écrit dans Foreign Affairs en 1998, il est un article disant « Si les Américains continuent à pratiquer cette politique où ils repoussent, n'est-ce pas, Nounours soviétique, eh bien, on va arriver à une catastrophe. » Eh bien, on l'a. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis alors, le summum, alors ça, je peux vous dire, en commission des affaires étrangères, j'entends notre ministre des Affaires étrangères, j'y étais, hein, puisque j'ai quitté l'Assemblée en 2017 seulement, nous dire que, bien évidemment, la solution au conflit, ça va être, bien évidemment, les accords de Minsk. C'est-à-dire l'arrangement à 4, n'est-ce pas? Vous avez donc France, Allemagne, Russie et Ukraine pour trouver une solution à cela. Et on apprend en décembre 23 par Madame Merkel que tout ça c'était du pipeau, si je peux me permettre, c'était faux. L'objectif des accords de Minsk n'avait qu'un objectif, le réarmement de l'Ukraine. Et M. Hollande l'a confirmé en janvier 24. Donc, comment voulez-vous qu'on arrive à créer, je dirais, un minimum de confiance avec le grand nounours soviétique ou russe, comme vous voulez l'appeler? Donc ça me paraît... bon. Et il faut aussi rappeler qu'en mai-juin 22, lorsqu'il y avait eu à Istanbul des négociations entre les Russes, les Ukrainiens, sous l'autorité des Turcs d'ailleurs, il était question qu'on arrive à un compromis, et M. Johnson, toujours les Anglais, cherchez des turpitudes, vous allez à Londres, eh bien, on refusait bien évidemment cet accord, et on dit non, on poursuit la guerre et on va vous armer. Voilà, c'est ça la réalité. Donc quand on me dit, il y a un grand méchant qui s'appelle Poutine, je ne vais pas aller l'embrasser sur la bouche, hein. Bon, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout ça. Alors, on passe maintenant aux derniers événements, avant que j'essaye de dire quelle est la sortie pour l'Union européenne. Alors, Saint-Marc 25, c'est le tocsin d'Emmanuel Macron. Alors, je peux vous dire, il y a mis du sien. Hein. C'était assez, je dirais, anxiogène. La Russie est désignée comme de la menace. Ça me fait penser, vous savez, à ce que Pierre Conessa, qui est un de nos stratèges et qui vient du ministère de la Défense, en réalité, la désignation de la Russie comme étant la menace pour la France, pour l'Europe, c'est l'invention de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on invente l'ennemi pour, je dirais, parce qu'on ne peut pas fédérer une société sur du prêchi-prêcha. Non, on veut dire, voilà le vilain, c'est lui. On a intérêt à serrer, je dirais, les coudes. Et donc, on est toujours... mais en réalité, on peut se poser des questions. Ce discours
a été critiqué, y compris par Hervé Morin. Alors je peux vous dire que c'est même Hervé Morin un peu critiqué, qui a été le pire des ministres de la Défense. Non, il faut régler quelques comptes, hein, parce qu'il y a des moments, je vous dis... bien, je peux vous dire effectivement que est-ce qu'aujourd'hui, on est, comme disait De Gaulle, est-ce que les chars soviétiques, regardez, ouvrez la porte s'ils sont là, s'ils sont à 2 étapes du Tour de France. C'est quand même pas sérieux, même si ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance aux Russes. Non, pas du tout. Moi, je les ai connus à Berlin. On a eu parfois, j'étais diplomate, mais officier de liaison présenté comme tel. Et donc, il est évident que les Soviétiques avancent. Mais, enfin, regardons, je dirais, la crédibilité de l'armée soviétique, elle est nulle aujourd'hui. C'est toujours ce qu'on apprenait, paille-foin, vous savez ce que c'était, paille-foin, les moujiks, pour les faire monter pendant la guerre, et qui malheureusement ne savaient pas ni lire ni écrire, on leur mettait du foin dans un pied, dans une botte, et de la paille dans l'autre, et pour les faire marcher en cadence, c'était paille-foin. Voilà. Mais c'était comme ça. Et je me souviens encore qu'à Berlin, on avait retrouvé un gars qui était, pendant la bataille de Berlin, c'était dans le secteur britannique, on avait retrouvé un cadavre, et on avait su que c'était un soviétique parce qu'on avait trouvé de la paille et du foin dans ses bottes, quoi. Voilà. Bien, ça, donc, il est évident qu'il faut regarder la réalité en face. Et désigner la Russie comme étant l'ennemi et la menace potentielle aujourd'hui, c'est franchement ridicule. Hein, je le dis comme je pense, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir quelques escarmouches à droite, ce qui ne signifie pas qu'ils ne vont pas, par les cyberattaques, par un tas de choses, les provocations, je dirais, répondre à nos rétorsions, parce qu'on n'est quand même pas resté inactif, on a pris quand même une série de sanctions qui sanctionnent d'ailleurs davantage les entreprises françaises et européennes que les entreprises soviétiques. Et donc, il y a quand même un point qu'il a dit, notamment dans ce fameux discours anxiogène, qui est un véritable tocsin et à mon avis incorrect, c'est qu'il a dit « Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. » C'est une faute sans appel. C'est une faute sans appel parce qu'on ne peut pas discourir par avance de l'utilisation de la force de frappe. On ne doit pas en parler. Le doute doit être permanent. C'est-à-dire que l'ennemi éventuel ou l'adversaire éventuel doit se dire « je ne sais pas si jamais on avance trop où ils vont aller ». Et aujourd'hui, c'est une faute sans pareil, surtout avec les Allemands. Je vous rappelle que quand on leur avait, il y a un moment, ils avaient tiqué sur les Plutons qui étaient des armes tactiques, etc. Et donc, il est bien clair qu'ils vont vouloir accéder, je dirais, à la décision, et qu'on ne vienne pas nous dire la décision restera française. Il y aura telle pression politique que c'est là un réel problème. On a beau dire que le président de la République, chef des armées, restera à la décision, c'est une faute, un oxymore. Alors, il y a eu le 6 mars le Conseil européen. Et donc, il est clair que le Conseil européen, qui a été une grand-messe, on vous a proposé dérogation au pacte de stabilité, c'est-à-dire que les dépenses militaires ne rentreraient pas dans le calcul du déficit, un prêt, alors proposition de 150 milliards de prêts, acquisition conjointe d'équipements militaires européens en présence de Zelensky. Je n'en crois pas un mot. Et je pense que le professeur Réveillard l'a très bien dit, ce n'est pas vrai que ce sera encore des achats américains. Voilà. Et il y a eu dans le même temps ce que j'appelle un coup d'État institutionnel de la part de la présidente de la Commission qui se pousse du col à longueur de temps. Juste un rappel, lorsqu'il y a le président chinois est venu à Paris, il y a eu un trilogue où il y avait Macron, Xi Jinping, et il y avait la présidente de la Commission. Pourquoi? C'était une visite d'État, elle n'avait rien à y foutre. Quand Olaf est parti, lui, en Chine, il n'a pas emmené la représentante de la Commission. Il a dialogué avec les Chinois
sans, je dirais, cette fonctionnaire promu au-delà de sa compétence. Et donc, elle a, et c'est là, parce que c'est très grave ce qui s'est passé, le 3 mars, hein, la veille du 6 mars, bien sûr, ou l'avant-veille, elle a annoncé que la Commission proposerait 800 milliards d'investissements, alors même qu'elle n'a aucune compétence en matière de défense. J'ai assisté l'autre jour dans la cour des Invalides avec notre ministre, Lebranchu, à ce propos, qui a dit très clairement, c'est la seule partie intéressante dans son discours d'ailleurs, où il a dit très clairement que la compétence et la défense européenne, telle que le rêve Macron, c'est de la compétence des États exclusivement. Et donc la Commission n'a pas à en traiter. Alors, regardons ce que j'appelle finalement la fuite en avant. Est-ce que les dirigeants actuellement de l'Union prennent la mesure des enjeux? Question, que fera l'Europe, la France en particulier, si la trêve est conclue entre Trump et Poutine maintenant? Alors, avec leur programme de réarmement, enfin, qui est très virtuel, est-ce que l'Union européenne continuera à aider militairement l'Ukraine? Ça me paraît complètement farfelu. Le risque est évident que l'Union européenne, que les Européens seront en porte-à-faux, et la France en particulier. Donc, qui plus est, l'Union européenne sera accusée d'être fauteur de guerre. Et c'est la raison pour laquelle Henri Guénaud, à juste titre, notamment, il a sorti un article récemment où il parle de la fuite en avant des somnambules. C'est évident. Et donc, c'est extrêmement grave parce que il peut y avoir n'importe quel défaut et ensuite on va à la catastrophe. Alors, il est urgent que la France retrouve la raison et le sens de ses intérêts géostratégiques. La Russie, et là j'affirme, même si je vais me faire quelques copains, la Russie, même poutinienne, fait partie de l'équilibre géostratégique de l'Europe. On ne peut pas l'oublier. Et je suis assez sidéré de le présenter comme justement la menace complète, comme si les chars soviétiques allaient arriver à Paris dans 2 jours. Et qui plus est, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, même si on peut avoir quelques petits problèmes avec les Russes, il est absolument incroyable que lorsqu'on a posé la question il y a déjà une dizaine de jours au ministre des Affaires étrangères s'il parlait avec Lavrov, il a dit non. À quoi sert la diplomatie si elle est faite uniquement pour parler avec les copains et pas avec, je dirais, les États avec lesquels on ne s'entend pas? C'est incroyable. Je veux dire que le ministre des Affaires étrangères dise « je n'ai aucun contact avec les Popov », c'est complètement sidérant. Sidérant. Et donc, ça en dit long. Alors, conclusion provisoire. Quel avenir pour l'Europe? Alors, premièrement, je ne peux pas admettre ceux qui disent on va sortir de l'Europe, c'est le Brexit. Ça, je n'y crois pas, parce qu'il y a trop d'entre-là. De toute façon, comme disait Talleyrand, on fait toujours la politique de sa géographie. Mais Bruxelles doit cesser de nourrir une idéologie intégrationniste. Hein. Au passage, actuellement, il y a une étude de la Diète fédérale qui dit que 80% des lois nationales des États européens proviennent de Bruxelles. 80%. Donc là, on est véritablement... c'est un truc qui vient d'en haut, et, sans le bon Dieu. La Commission doit être recentrée et ne pas se substituer aux États. Là, il va falloir faire le ménage. Les États doivent reprendre le pouvoir. N'est-ce pas? L'Union doit être une union des États-nations. Le comité des régions, mon cher professeur, est inutile et porteur de dérives. Je le dis comme je le pense. C'est dangereux. Je ne suis pas le seul à le penser. Hein. J'en ai parlé avec Védrine, pour je ne sais quelle affaire, on était en train de parler. Le comité des régions, c'est dangereux. La subsidiarité doit être la clé de vie du fonctionnement. L'Union s'est élargie, j'ai une formule, elle doit s'amaigrir. C'est-à-dire, elle doit être concentrée sur quelques politiques. Alors, qui plus est, maintenant, on a un autre problème. C'est que la France, c'est pas un autre problème, c'est ce que nous voulons être. La France est certes une puissance européenne, dont acte, bien. Mais nous sommes aussi une puissance en Méditerranée.
Ne jamais l'oublier, en Afrique et dans le monde. Et donc, alors même que les Allemands nous ont empêchés, vous savez, il y avait le fameux accord, notamment... Pardon ? Union pour la Méditerranée, ils l'ont sabordé. Ils l'ont sabordé. Et Sarko a calé. Et alors qu'il aurait dû leur dire, ah, Merkel va te faire foutre, hein, point barre. Eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, nous avons des intérêts en Méditerranée, en Afrique et d'ailleurs. Nous devons être capables de mener ça nous-mêmes, sans, je dirais, la bénédiction de quiconque en dehors du Parlement français. Et puis, la défense de la France, ça doit être la défense nationale, c'est presque un pléonasme, et on ne discute pas de nos forces nucléaires, surtout pas avec les Allemands. La dette, alors, un point important, la dette française n'a aucune solution dans la rigidité des traités actuels. Et là, je mis sur la table, au nom de rebus sextantibus, qui est que les traités dont les conditions ne sont plus là peuvent être remises en cause. Et comme disait De Gaulle, les traités, c'est comme les jeunes filles, ça dure l'espace d'un printemps. Bon, donc il faut revenir aux avances de la Banque de France au Trésor qui existaient, qui ont permis à la 4e République de se relever et à la 5e jusqu'au traité de Maastricht en 92. C'est-à-dire qu'on doit mettre entre parenthèses l'article 123. Et alors bien évidemment, on va à la crise, les teutons vont devenir fous, mais ça je m'en fous. Il faut savoir si véritablement le pays va subir encore la rigidité de carcans bruxellois qui sont obsolètes, ou si on va prendre notre destin en main. Donc il est clair, et c'est ma conclusion, la France doit agir pour une remise en cause radicale de l'usine à gaz qui est devenue l'Union européenne.